Hello tout le monde, alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, on est ici entre la Roumanie et l'Ukraine en reportage pour le Courrier pendant une dizaine de jours. Si vous n'êtes pas abonné au journal, c'est vraiment le moment d'y songer. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée hier soir. Alors déjà il faut savoir que la Roumanie est un pays très religieux. Et à la frontière, les organisations religieuses jouent un rôle très important. On a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de prêtres orthodoxes sur place et on est allé leur poser quelques questions et finalement on a compris qu'en fait ils hébergeaient des réfugiés dans un monastère à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Des gens qui n'ont pas de solution, en fait, qui n'ont pas de contact pour aller dans d'autres pays européens, dans d'autres grandes villes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question pour savoir où se rendaient les gens une fois qu'ils avaient traversé la frontière. Alors autant il y en a beaucoup qui se rendent à Budapest par exemple en Hongrie ou même en Allemagne ou en Italie, mais il y a d'autres gens qui n'ont pas de plan et donc qui se retrouvent vraiment sans rien. Et pour ces personnes, les monastères sont une option. Alors attendez, je crois que je vais vous poser sur ce petit muret là, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, j'ai aussi augmenté la lumière, on ne voit plus grand chose en fait, le soleil est en train de se coucher là-bas. Donc voilà, comme je vous le disais, les monastères sont une option pour les personnes qui n'ont pas de plan de destination ailleurs en Europe ou dans d'autres villes en Roumanie. Alors bien sûr, les monastères ils sont ouverts aux personnes qui sont orthodoxes, mais pas que, il y a aussi plein d'autres personnes qui sont accueillies. Et donc hier soir, on s'est rendu dans l'un de ces monastères. Sur place, on a rencontré Anastasia, qui est arrivée il y a à peu près 10 jours après avoir fui Kiev, la capitale. Elle est partie avec son fils et sa maman. Et hier soir, elle était encore toute remuée par sa traversée, parce que son mari a dû rester, lui, en Ukraine. Il est en ce moment à Kharkiv en train de se battre. Kharkiv, c'est l'une des villes à la frontière russe qui a été l'une des premières à être attaquée et qui a été au cœur de combats très intenses. Et beaucoup d'autres femmes et d'enfants qu'on a rencontrés hier soir dans le monastère ont eux aussi dû fuir Kiev. Et tout le monde s'est retrouvé dans ce monastère. Ils sont une cinquantaine, parfois 70 les soirs de grande affluence. C'est un espace très petit, donc ils sont nombreux dans les chambres. Et le tout est géré par le père Agathon qui coordonne l'arrivée des réfugiés et qui les aide potentiellement à repartir. Au moment de lui demander comment lui envisageait la suite des choses, il a répondu que les gens pouvaient bien évidemment rester aussi longtemps qu'ils voulaient. Et là, Anastasia a beaucoup pleuré parce qu'elle n'a aucun moyen de savoir combien de temps cette situation va durer. Elle a peur pour son mari, elle a peur pour elle aussi. Enfin, il faut savoir que hier soir, c'était vraiment ça dont il était question, de la vie des gens au nom desquels une guerre est menée alors qu'ils n'en ont aucune envie et qu'ils ont vraiment juste envie que ça s'arrête. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'organiser et rester solidaires. Le soir, le père Agathon nous a invités à manger. Avant de commencer, les pensionnaires ont prié et ont chanté l'hymne ukrainien ensemble. Ensuite, on a mangé du borsch, qui est un plat traditionnel, et puis on est reparti. Un peu remué, je dois le dire, face à ce récit quand même assez déchirant, que je voulais partager avec vous. C'est simplement un instant de vie qu'on a pu vivre ici, mais c'est quand même assez représentatif du flou dans lequel des milliers de gens se trouvent en arrivant ici. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite.